Bienvenue tout le monde à cette conférence de section ICM d'Amos. Je me présente, Robert Cloutier, président de la section ICM Amos. Je tiens à commencer en remerciant les commanditaires de la saison 2020-2021. Vous avez vu les commanditaires défiler tantôt, puis c'est vraiment important parce que sans ces commanditaires-là, on ne réussirait pas à faire les activités, puis encore moins à les faire gratuitement. Fait que merci. Je voudrais, entre autres, signaler les commanditaires. On va commencer avec notre partenaire principal au niveau des commanditaires, qui est GMAC pour cette année, puis encore pour les 2 prochaines années. Puis ensuite, les partenaires au niveau des cocktails, c'est sûr que comme là, on n'est plus en présentiel, c'est plus des cocktails, ça se transformait en prix de présence. À soir, ce qu'on va faire tirer à la fin, c'est un bon d'achat ou un certificat cadeau de 260 $ au refuge Pajot à Amos. Ça donne la possibilité d'avoir une visite VIP ou vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il offre aussi la possibilité d'aller coucher dans un de leurs chalets sur le site suivi d'une visite. Fait que, vous pourrez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez acheter pour 260 pièces de toutou si vous voulez, puis de t-shirt, ça c'est vous autres qui allez choisir. Je vous invite aussi à aller visiter notre page Facebook ICM Amos. À tous les jours, on publie les principales nouvelles du secteur minier. C'est une bonne place pour se tenir au courant de ce qui se passe. Au cours de la présentation à soir, les gens qui sont sur Zoom, si vous avez des questions, bien, vous pouvez lever la main, puis on pourra vous... il y a un bouton, lever la main, là, on pourra vous donner le micro pour poser votre question. Sur Facebook, ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez poser la question par le chat de Facebook. On va lire les questions puis on pourra les reposer aux conférenciers. Pour participer au prix de présence à la fin, bien, vous devez rester en ligne jusqu'à la fin. Je fais le tirage parmi les gens qui sont présents. Fait que ça me prend une interaction là, avec vous pour gagner le prix de présence. Il y a beaucoup de gens qui se connectent, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom, en utilisant un alias ou juste le nom de famille ou juste le prénom. Puis je ne sais pas nécessairement, si vous n'êtes pas déjà inscrit, je n'ai pas vos coordonnées. Donc, s'il vous plaît, utilisez l'option conversation dans Zoom pour m'envoyer vos coordonnées, me dire que vous êtes présent. Indiquez aussi votre adresse courriel. En fait, nom et adresse courriel. La conférence de ce soir est donnée par M. Éric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde Graphite. Il a fondé Nouveau Monde Graphite en 2011. Il en est le président du conseil, président et chef de la direction depuis sa création. M. Desaulniers est membre de l'OGQ, donc géologue. Il est titulaire d'un baccalauréat en géologie et d'une maîtrise en géophysique de l'Université Laval à Québec. Avant de commencer sa carrière dans le secteur minier, M. Desaulniers a servi comme officier d'infanterie dans les forces canadiennes, où il s'est spécialisé dans l'enseignement du leadership, la formation en négociation avancée et la gestion de projets. Avant de découvrir le gisement de classe mondiale Matawini, qui a lancé Nouveau Monde, M. Desaulniers a dirigé ED Exploration Inc., une société de conseil qui s'efforce d'offrir des services géologiques et géophysiques de haut niveau à l'industrie minière. Il a également été chef de projet chez Sander Geophysics Limited, où il a géré de nombreux projets internationaux d'interprétation et d'acquisition de données à grande échelle au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord,
pour de grands clients comme le British Geological Survey, Saudi Aramco, le gouvernement marocain, le BRGM France et Shell. Éric, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Robert. Merci beaucoup, Ghislain aussi, qui a beaucoup travaillé dans les derniers 2 ans pour que je sois avec vous à Amos. Puis si on avait reculé d'1 an peut-être là, sur ma bio, que tu as sûrement pris sur notre site web, ben ça me rapproche de Matagami. J'ai habité à Matagami 1 an. Fait que là, je suis super content d'être avec vous ce soir sans avoir à faire la route parce que c'est loin de Gatineau. Fait que merci beaucoup de me recevoir. Fait que je vais partager mon écran. Je suis vraiment heureux d'être en mesure de vous présenter. Donc, le temps fait bien les choses, Ghislain et Robert. Maintenant qu'on est rendu en 2020, notre projet est beaucoup plus avancé que quand on l'avait débuté en 2012. Puis il est maintenant mûr à être présenté à l'auditoire que je vois qui grandit de minute en minute. C'est très impressionnant l'activité que vous avez à Amos. Là, je vous félicite de ça. C'est beau de voir ça. Donc, ce que je vais vous parler ce soir, c'est notre projet chez Nouveau Monde Graphite, qui est un projet 100% verticalement intégré d'un gisement de graphite qui a été la fondation de l'entreprise. Puis maintenant, on travaille aussi beaucoup la deuxième transformation. Donc, on a 2 projets. Puis on veut faire vraiment la première opération 100% verticalement intégrée, carboneutre de matériel d'anode au monde, en fait. Parfait. Je vais vous faire des, comme on dit en anglais, forward-looking statements, des informations prospectives. Donc, il va y avoir beaucoup d'informations qui sont réellement basées sur qu'est-ce qu'on projette, qu'est-ce qu'on espère faire dans le futur. Donc, si vous avez des questions sur ces énoncés-là, gênez-vous pas pour les poser. Puis si vous ne parlez pas, gênez-vous pas pour vous mettre sur mute. Hein, ça serait bien apprécié. Je suis habitué, on fait aussi tous nos appels dans Nouveau Monde. On est à peu près ça, une 50aine. Fait que je sais que des fois, j'ai besoin de faire un peu de discipline s'il y en a qui ne sont pas sur mute. Donc, en résumé, la première slide qui est là, c'est celle qui résume les 10 points importants à retenir pour un investisseur. Pourquoi qu'on pense que l'investissement chez Nouveau Monde Graphite, c'en est un intéressant. Premièrement, on est dans un marché qui prévoit croître de 500 % dans les prochaines années et notre projet est réellement bien timé pour embarquer dans le marché en plein quand on est dans un cycle haussier en 2023-2024 puis profiter au maximum de cette croissance-là. On a réellement un modèle d'affaires intégré verticalement pour couvrir toute la chaîne de valeur du matériel d'anode, du minerai vers le produit fini directement vendu aux manufacturiers de batteries lithium-ion. On développe la première mine à ciel ouvert 100% électrique, carboneutre. On est le projet de graphite le plus avancé en Amérique du Nord, voire dans le monde occidental. Donc, relativement des flux de trésorerie à court terme sur 2-3 ans. Et on dessert un marché qui est une alternative verte et fiable à ce qui est offert en ce moment par nos compétiteurs qui sont 100% en Chine. On a une hydroélectricité au Québec. On a non seulement un gisement de classe mondiale, mais on a aussi l'infrastructure pour la deuxième transformation qui justifie d'investir dans la chaîne de valeur totale. Et on fait un projet avec une grande échelle. En ce moment, l'Amérique du Nord produit 20 000 tonnes. Notre projet est 100 000 tonnes par année. Donc, c'est une échelle qui est intéressante pour nos manufacturiers de batteries qui nous parlent. Ils ne veulent pas nécessairement, quand ils recherchent 300 400 000 tonnes par année d'ici 2025, ils ne veulent pas avoir une dizaine de fournisseurs différents. Donc, l'échelle à laquelle on développe notre projet les intéresse beaucoup. Puis ça nous permet d'être à faible coût aussi dans nos projections. C'est un projet qui est moins risqué parce qu'on a développé beaucoup d'usines de démonstration et on est supporté par plusieurs actionnaires internationaux, dont Pallinghurst, qui ont plus de 20 % de nos actions, et le gouvernement du Québec, la Caisse de dépôt, FTQ, et nos actionnaires qu'on connaît qui nous supportent au Québec depuis le début de la fondation de l'entreprise. Et bien, grâce à notre situation géographique, avec comment on développe notre projet, on a une commercialisation qui est accélérée auprès des plus grands manufacturiers de batteries qui ont nécessairement besoin de se diversifier de ce qui est offert en ce moment par la Chine. Donc, je vous ai résumé ça, là, puis là, on va aller un petit peu plus dans le détail sur chacun des slides. C'est quoi le marché du graphite? Si on commence par le bout, qui est important, qui est plus plate un peu, le marché traditionnel du graphite, où que ça se vend. Le plus gros marché encore aujourd'hui, c'est les briques réfractaires.
C'est encore 35 du marché. C'est important. Les briques sont utilisées dans les aciéries. Ils contiennent de 10 à 15 de graphite. Et c'est un marché qui est assez stable, bien évolué, qui a des, comme on dit en anglais, des requests for quote à chaque 3 mois, puis on peut soumissionner. On fait des prix. Ils connaissent très bien les spécifications. C'est un marché qui est mature. Un petit peu de commodité, qui est différent de l'autre section du marché traditionnel, qui est des marchés de graphite de spécialité. Que là, ça peut aller des petits volumes, des grandes marges bénéficiaires, plus de temps de qualification. Et le monstre dans la salle, qui était 9 du marché il y a quelques années, qui est maintenant 25 du marché, puis en pleine croissance, qui va se rendre à 75-80 du marché d'ici 2025, c'est les batteries lithium-ion. Puis là, réellement, on parle du graphite qui était quelque chose de spécialité il y a quelques années, qui est en train de devenir graduellement une commodité. Puis les coûts, c'est important. Il faut faire des projets à grande échelle puis être en mesure de compétitionner avec nos amis de l'Asie. Sinon, ça ne marchera pas. Tu sais, il faut vraiment commencer à penser grande échelle. La Chine, c'est le 2/3 des flocons, du graphite en flocon qui est produit. On voit le Canada, 2 sur 1 million à peu près de marché en ce moment de graphite en flocon. Puis le Canada, c'est la mine d'Imeris à Lac-des-Îles, pas trop loin de où je suis ce soir à Gatineau. Un gisement qu'on connaît depuis longtemps parce qu'on avait testé nos systèmes géophysiques. C'est à peu près à 25 minutes de vol de l'aéroport de Gatineau, ce que je faisais auparavant. Donc, c'est un peu la genèse de Nouveau Monde. C'est comme ça qu'on a un petit peu débuté l'exploration de 2012 à 2015 jusqu'à temps qu'on découvre le gisement à Saint-Michel-des-Saints. Et nous, on vise à remplacer cette mine-là qui est complètement terminée. C'est annoncé que dans les prochaines années, ils vont la fermer parce qu'il n'y a plus de minerais. Tous les gens au Lac-des-Îles attendent toujours quand ça va être annoncé. Bon, en gros, je ne veux pas aller dans le détail. On peut rapidement se perdre dans les détails dans le graphite, mais il y a des gros flocons et des petits flocons. Après un circuit de flotation bien simple, il faut s'assurer qu'on ait la plus haute pureté possible pour être en mesure d'être diversifié dans notre approche au marché, d'être capable de vendre pour les piles à l'hydrogène, être capable de vendre aux briques réfractaires, d'être capable de vendre dans tous les marchés pour être diversifié et aller chercher le plus gros basket price. En gros, c'est ça. Mais la donne, elle change avec les batteries lithium-ion parce que tout ce qu'on ne sera pas capable de vendre, finalement, va être envoyé en deuxième transformation en petites boules pour le marché des batteries lithium-ion. Ce qu'on prévoit faire chez Nouveau Monde Graphite, 100 000 tonnes par année de graphite en flocon. Et vous voyez ici notre distribution granulométrique. C'est ce qu'on est en train de produire en ce moment. Donc ça, c'est un petit peu le marché traditionnel. Puisque vous voyez ici, là, 40 de notre production visée vers les marchés traditionnels. C'est ce que je viens de parler dans les dernières slides. Et il y a un 60 qui s'en va vers les marchés des produits à valeur ajoutée, les batteries lithium-ion. Puis pourquoi? Bon, c'est là, je ne sais pas où vous étiez dans les derniers 5 ans, mais si vous ne connaissez pas le monsieur qui s'appelle Elon Musk, vous étiez peut-être vous n'aviez pas d'Internet, mais Elon Musk a dit à plusieurs reprises que ça devrait s'appeler des batteries nickel-graphite. Donc, vous avez un beau projet à Amos là, de nickel. Ça tombe bien. On peut faire les deux côtés de l'électrode. Nickel d'un côté qui est la cathode, puis de l'autre côté, c'est l'anode qui est fait en graphite avec environ 5 à 7 aussi de silicium. Le graphite, c'est environ 1,2 kg par kilowattheure de batterie. Donc, dans une petite Tesla de 75 kWh, 90 kg de graphite, on a un petit humain, puis dans une grosse Tesla de 100 kWh, 120 kg, on a un gros humain environ. Fait que c'est énormément de graphite. Puis en ce moment, d'où vient ce graphite? Comme j'ai dit plus tôt, 65 à peu près le 2/3 des flocons viennent de la Chine et 100 des produits transformés vers les batteries lithium-ion viennent de la Chine. Donc, ce n'est pas soutenable à long terme. Ça doit évoluer. Les manufacturiers partout sur la planète veulent que ça change. Historiquement, les batteries lithium-ion étaient faites en Asie uniquement. Les batteries alcalines étaient faites ici par Energizer, Duracell. C'était un produit à valeur ajoutée important pour Imeris qui transformait ses produits à Terrebonne vers ces marchés-là. Mais maintenant, le lithium-ion est universellement reconnu.
Et tout l'Occident est un petit peu en retard sur l'Asie. Mais je devrais changer ici mon quote de Donald Trump. C'était pendant les élections, il y a quelques semaines, il a signé un arrêté ministériel au niveau américain pour vraiment confirmer que le graphite spécifiquement, c'est un minéral stratégique, puis il faut absolument investir dans le supply chain. Il n'y a pas beaucoup de différence. Je pense que le nouveau président élu, Joe Biden, est déjà projeté comme étant potentiellement le président américain de l'histoire qui va être le plus vert, avec le Green Act et d'autres initiatives pour venir rejoindre un peu la liste des pays que vous voyez là, que c'est vraiment une initiative planétaire là, d'aller vers le lithium-ion. Donc, si le monde n'attend plus une nouvelle technologie, il y a des technologies qui existent dans le lithium-ion, puis les gouvernements sont prêts à faire les incitatifs que ça prend pour que ça parte. Donc, ce qu'on voit là, c'est tous des chiffres de Benchmark Minerals, qui est quelqu'un qui suit le marché des batteries lithium-ion à Londres, qui sont internationalement reconnus. Donc, avant, il y avait une méga factory, c'était Tesla en 2014. Maintenant, il y en a 171 qui sont en production, qui sont financées, annoncées, des usines à batterie sur la planète pour environ 2,5 TWh avant 2029, mais on vient de rajouter un petit 3 TWh de nos amis Tesla durant le Battery Day qui ont annoncé avant 2030 qu'ils veulent eux-mêmes avoir 3 TWh. Donc, il y avait 2,5 plus 3, ça commence à faire du graphite. On ne peut plus douter qu'il va y avoir un marché. Il va en avoir un marché, c'est comment qu'on peut capturer ce marché-là qui est rendu important. Si on regarde l'impact sur le nickel, on voit que c'est important pour les projets qui vous concernent là-bas à Amos. Puis on voit aussi que pour le graphite, ben, c'est des quantités phénoménales. On parle de notre projet 100 000 tonnes par année, qui est le plus gros projet en ce moment du monde occidental. Ben, ça va en prendre plusieurs, des projets comme Nouveau Monde Graphite, pour ne pas qu'il y ait de bottleneck dans le supply chain pour les batteries lithium-ion. Donc, la croissance est là. On parle de 3,5 tonnes de graphite, sans compter la nouvelle annonce de 3 TWh de Tesla. C'est réellement pour les 171 usines qui sont déjà concrets et annoncées. Là. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est 2024. 2029, c'est loin un peu pour nos actionnaires. Nous, 2024, c'est très important. Notre entrée en production est prévue en 2023. Puis, toutes les projections en ce moment de benchmark annoncent qu'à partir de 2023, il va y avoir un déficit important du marché du graphite. Donc, la demande va surpasser de loin ce qui peut être offert par le marché. Donc, on voit qu'à partir de 2023, on s'attend qu'il y ait une énorme pression sur les prix et c'est notre entrée en production exactement au bon moment. C'est un peu ça. Puis nous, notre position géographique nous avantage quand on parle du 3,5 millions de tonnes de graphite nécessaires, les 171 usines. Il y en a environ le tiers qui est en Europe et aux États-Unis. Donc, c'est celle que vous voyez là. Puis en ce moment, il n'y a aucun fournisseur de matériel d'anode établi. Il n'y a aucune compagnie majeure en Asie qui a décidé de faire le saut vers le monde occidental. Donc, il y a seulement des projets qui sont en démarrage. Puis nous, on est réellement le plus gros projet et le plus avancé du monde occidental. Donc, c'est réellement quelque chose, une opportunité à saisir. Il faut le faire correctement. Et il faut prendre nos bons modèles avec la bonne expertise pour en profiter pleinement. Mais le marché est là. On a tout à offrir. Bon, c'est exactement ce que voient nos plus grands investisseurs. Là, quand on parlait du fonds Palingers qui sont basés à Londres, ils ont développé un petit peu de discipline. Il y a quelqu'un qui n'est pas sur mute. Quand je ne fais pas share screen, je suis capable de voir c'est qui, là, puis je suis capable d'aller muter moi-même, mais bon. C'est correct. On va parler plus fort. Donc, Palingers et Traxys, ils nous ont offert un off-take de 25 000 tonnes par année. Traxys, pour le marché des réfractaires, se sont mis ensemble pour faire un fonds pour vraiment investir dans cette opportunité-là des batteries lithium-ion. Donc, c'est des projets de nickel, lithium, graphite dans le monde occidental
C'est exactement les opportunités qu'eux recherchent pour investir. Puis qu'est-ce que Traxys et Palingers aiment de notre modèle d'affaires? C'est d'être 100% verticalement intégré. C'est réellement important d'être capable de construire un modèle d'affaires qui va être durable dans le temps, à la bonne échelle, d'être capable de mettre tous les facteurs de coût de notre côté pour être le plus économique possible. Puis il n'y a pas plein de marchés au Québec qu'on peut percer et avoir du succès. Mais le graphite, c'en est un peu comme l'aluminium, qu'on peut espérer garder une place de premier choix longtemps grâce à nos avantages concurrentiels qu'on a au Québec. On a des gisements de classe mondiale, ça c'est clair, on l'a trouvé, puis on a aussi d'autres gisements qui existent au Québec qui sont vraiment bons. On a aussi les bonnes politiques. C'est pas pour rien que notre gouvernement est autant impliqué dans le développement de cette chaîne-là. Il croit réellement qu'on va percer puis qu'on va s'établir là-dedans à long terme. Et aussi, notre énergie propre, c'est super important parce que c'est des procédés de deuxième transformation qui sont très énergivores et c'est un aspect de la concurrence que nous, on va être capable de faire. Donc, il n'y a pas bien d'endroits sur la planète qu'on est capable d'avoir un gisement qui a quelques centaines de kilomètres, les infrastructures de deuxième transformation comme on a. Et l'expertise, on a réellement des brevets et les laboratoires comme le laboratoire d'Hydro-Québec et du Centre national de recherche scientifique et plusieurs universités au Québec avec qui on travaille, qui ont l'expertise pour le développer. Et on a tout ce que ça prend au niveau fiscalité, tout ça. Mais le point important réellement, si je résume ça à 3, c'est les gisements qu'on est capable d'exploiter à moins de 400 $ US et avoir les flocons de bonne qualité, un peu comme Imerys a depuis très longtemps. 2, l'accès à l'infrastructure en produits chimiques et en électricité. C'est une combinaison là, qu'on ne peut pas répéter à beaucoup d'endroits sur la planète. C'est un peu ce qu'on fait chez Nouveau Monde. Donc, j'ai essayé de faire un dessin, comme on dit. Quand c'est trop compliqué, on fait un dessin. Entre Montréal et Québec, il y a Bécancour. Notre gisement à Saint-Michel-des-Saints est environ à 2 heures au nord de Montréal. On prévoit faire 100 000 tonnes par année de flocons. La moitié des flocons vont être envoyés sur les marchés directement vendus en flocons, comme qu'est-ce qu'Imerys fait en ce moment, comme on fait dans notre usine de démonstration depuis 18 mois, pour être vendus dans les marchés de spécialité et des briques réfractaires. L'autre moitié de la production s'en va environ 1h30, 2 heures de route vers Bécancour pour être transformé en graphite sphérique purifié et enrobé pour les batteries lithium-ion. Puis pourquoi Bécancour? Bon, Bécancour, c'est un endroit exceptionnel au niveau logistique. Il y a le rail exactement sur notre terrain. Il y a aussi l'accès au port. C'est pas loin de notre gisement. Puis en plus, bon, je vais avant ça parler de notre gisement comme tel. On revient à Saint-Michel-des-Saints, en fait. Là. Je reviens ici à Saint-Michel-des-Saints. Notre gisement, c'est la fondation de l'entreprise. On ne serait pas rendu où on est sans un gisement exceptionnel qui nous permet de faire un économique de projet intéressant. Pourquoi qu'on a un bon économique de projet? Bon, on a un bon strip ratio, là, un ratio de décapage en français, qui nous permet d'avoir une réserve d'environ 1 pour 1, là, une tonne de stérile pour une tonne de minerai pour la durée de vie de la mine, 26 ans, 100 000 tonnes par année. Puis on a une ressource qui nous permettrait de garder à peu près le même ratio de décapage si on voulait doubler la capacité, si le marché ou nos clients seraient intéressés par un plan d'expansion. Donc, on a réellement un gros gisement qui nous permet beaucoup d'options sur notre projet. Puis cette ressource-là, on parle juste de la ressource de la zone ouest. On voit en arrière là, la géophysique et quelques-uns de nos forages qui montrent qu'il y en a du graphite à Saint-Michel-des-Saints. Là, c'est confirmé. Il y en a beaucoup. Puis l'infrastructure à Saint-Michel-des-Saints, bon, elle est exceptionnelle. J'étais là ce week-end à la chasse, exactement sur le gisement. Je peux vous confirmer que c'est très facile d'aller là avec une Tesla, puis il y a toute l'électricité tout près avec les infrastructures et le personnel pour y travailler. Puis, c'est ce que démontre un peu notre étude de faisabilité qu'on a publiée en 2018. Donc, on voit qu'on a un gisement qu'on est capable d'exploiter à peu de frais, un bon OPEX, puis avec si
Si tout le monde utilisait le même prix de vente pour chacun des produits qui sont faits dans notre projet, la force de notre gisement, c'est réellement d'avoir un bon basket price. La moyenne, notre métallurgie, elle est tellement bonne que ça nous permet d'avoir la moitié de nos flocons qui sont larges et jumbo, l'autre moitié petits et moyens, mais tout avec une très haute pureté qui nous permet réellement d'avoir, quand on se compare à tous les autres projets qui ont fait des faisabilités sur la planète, en Afrique, en Amérique du Nord, partout, nous, c'est vraiment la marge. La marge par tonne. C'est réellement là où que nous, on a un projet à bas coût qui permet de faire un produit de haute qualité puis d'être très durable à long terme avec cette marge bénéficiaire-là. Puis ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on l'a prouvé dans les dernières années, dans les derniers 18 mois. On a fait un circuit de flottation. C'est probablement la meilleure décision qu'on a prise chez Nouveau Monde Graphite depuis la fondation. Le graphite, c'est quelque chose qu'il faut qualifier chez les clients. Ça fait 18 mois qu'on produit de manière systématique les bons produits, puis qu'on a un inventaire de plusieurs centaines de tonnes. Ça nous a permis de faire plusieurs ventes à nos clients. Puis je vous confirme, on dit toujours, ça prend 12 mois le processus de qualification. C'est vrai. Ça nous a pris 12 mois avant de commencer nos ventes qui ont débuté il y a environ 6 mois avec énormément d'intensité de marketing, avec des gens qui connaissent les clients, qui ont déjà vendu à ces clients-là quand ils travaillaient auparavant dans leurs entreprises précédentes, chez Imerys ou chez SGL Carbon. On a plusieurs gens experts qui ont fait ça depuis longtemps, puis ça prend quand même 12 mois. Donc, c'est très important, avant de démarrer un projet commercial dans les minéraux industriels, de faire une usine de démonstration significative. Ça te permet non seulement de raffiner le procédé, de raffiner la méthode de gestion des résidus, mais surtout de qualifier ton produit auprès des clients puis d'avoir un nom dans le marché avant de commencer ton projet commercial. Parce que si ça te prend 1 an à commencer à vendre après que tu aies investi 350 millions et plus, je peux vous confirmer que les investisseurs, c'est des gens patients, mais il y a une limite parce qu'ils ont hâte de voir les ventes commencer. Hein. Fait que nous, on est déjà prêts à faire nos ventes dès que notre projet entre en production commerciale. Puis ça, ce qu'on a fait dans le flocon à Saint-Michel-des-Saints, puis on voit que l'infrastructure à Saint-Michel-des-Saints, on réutilise là, la moitié d'une usine de panneaux de bois qu'il y avait à Saint-Michel-des-Saints. Toute la section ici, là, avec le plafond le plus bas, c'est là qu'on est installé là, avec un circuit de flottation d'une capacité nominale d'environ 1000 tonnes par année, mais qu'on n'opère jamais à temps plein. Là. Donc, on a produit environ, je dirais, 700-800 tonnes à date en 18 mois. Puis, ce qu'on a fait à date de Super Bon à Saint-Michel-des-Saints, bien, on le reproduit pour la 2e transformation. Donc, on produit du concentré de graphite à Saint-Michel. On veut monter la chaîne de valeur vers le matériel d'anode jusqu'à 6800 US qui s'est vendu aujourd'hui par le fabricant chinois le plus populaire qui s'appelle BTR. Quand on voit ses états financiers, c'est son prix moyen de vente. Donc, c'est celle-là qu'on s'attend de vendre nous autres aussi. Donc, en ce moment, on a des équipements commerciaux de micronisation et de sphéronisation dans nos installations à Saint-Michel-des-Saints. C'est la première étape de la 2e transformation. La 2e étape et la 3e étape, c'est la purification et l'enrobage. On est en train de construire ces usines de démonstration-là, qui sont des unités commerciales. Et particulièrement la purification et l'enrobage, c'est des étapes à valeur ajoutée importantes. Et on a annoncé il y a 2 semaines une entente super importante que ça fait plus d'1 an qu'on négocie avec nos amis de chez Olin. Je peux vous confirmer que ce n'est pas quelque chose que je vous recommande de faire dans votre garage, là, une fournaise de purification thermique avec du chlore. Il n'y a personne qui va faire ça dans son garage. On avait besoin des infrastructures comme celles qui sont chez Olin. Olin, c'est le plus gros producteur de produits chlore-alcalin au monde. Ils ont une usine à Bécancour et il y avait un hall qui était disponible pour nous en plein cœur de leur usine. Donc, on a décidé de saisir l'opportunité, malgré les 12 mois que ça prend pour négocier avec une multinationale comme Olin. Mais c'est un 12 mois très bien investi pour s'assurer que notre technologie qu'on a développée, on la maîtrise à 100% au niveau santé et sécurité, puis que tout ce qu'on fait est fait de manière sécuritaire et bien développé. Puis les gens d'Olin, tant aux États-Unis qu'à Bécancour, ont été très, 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 très aidants
au niveau de la gestion de nos produits chimiques, puis aussi la gestion des résidus qui vont sortir de notre opération. Il y a moyen de faire une boucle fermée grâce à notre collaboration avec eux. Donc, quand on a vu l'opportunité de s'installer dans l'usine chez Olin, donc si on regarde le parc à Bécancour, pourquoi à Bécancour? Il n'y a pas grand place à la planète qu'on aurait pu être autant bien installé. Si vous reconnaissez, il y a ABI ici, il y a le port de Bécancour où on peut recevoir du graphite potentiellement de d'autres endroits que Matawini quand on aura traité tout le graphite qui vient de Matawini. Donc, vous voyez ici l'usine d'Olin qu'on voit dans le carré vert. C'est là qu'on est installé. Donc, quand on a vu l'opportunité de faire une boucle fermée avec notre fournisseur de produits chimiques, on a sécurisé le terrain de l'autre côté de la rue pour le commercial. C'est environ 200 000 mètres carrés. Donc, c'est une situation exceptionnelle. Être en mesure d'avoir une boucle comme ça, puis avec un pipeline, être capable de recevoir les produits chimiques par pipeline et potentiellement retourner nos produits à un coût qui ont été, qu'on a utilisé les produits chimiques chez Olin, c'est super important. Ça, ici, vous voyez en haut, c'est l'image de notre terrain avec en fond là, le Saint-Laurent, mais entre le Saint-Laurent et la fin de notre terrain, vous voyez qu'il y a déjà un pipe rack, comme on dit en français. Et l'usine d'Olin de l'autre côté là, qui est située là. Donc, c'est une situation qui nous permet d'exécuter notre modèle d'affaires, c'est-à-dire d'avoir un projet dans lequel on va être capable de compétitionner à grande échelle avec l'accès à l'électricité à bas coût, l'accès aux produits chimiques, puis la meilleure logistique possible, tant pour aller vers l'Europe que pour aller vers les États-Unis. Donc, on met tous les éléments de notre côté pour être durable à long terme. Puis sur ce site-là, bon, on commence par 45 000 tonnes, mais on va être en mesure d'avoir une expansion à long terme. C'est très modulaire que la deuxième transformation, jusqu'à 100 000 tonnes potentielles. Et on a annoncé une entente aussi 3 semaines environ, peut-être un mois, avec une entreprise des États-Unis. Puis ça, c'est normal de commencer à voir ça parce que c'est un marché 100% chinois pour l'instant. Donc, c'était jamais un gros marché là, de faire du matériel d'anode pour les batteries lithium-ion dans le passé. C'était 100% en Chine. Puis maintenant, il y a plein d'entreprises comme Forge Nano, qui sont des entreprises d'high-tech aux États-Unis, qui ont développé des technologies très avant-gardistes, qui sont capables d'être développées à bas coût pour le coating avec des technologies qui n'existent pas nécessairement en Chine. Puis maintenant, ils s'intéressent à ce marché-là qui est en pleine croissance. Puis maintenant qu'il y a des incitatifs aux États-Unis puis que ça en est un marché, on voit des gens d'entreprises comme ça qui sont prêts à faire des ententes avec des entreprises comme la nôtre pour commercialiser leur technologie. Donc, c'est la meilleure situation qu'il n'y a pas. On a les experts pour le développer, puis nous, on a la masse critique, on a les tonnes qu'eux ont besoin pour générer un revenu avec leur technologie. Donc, ils sont supportés, Forge Nano, par plusieurs actionnaires internationaux là, qui ont déjà investi dans leurs entreprises. Donc, pour nous, c'était une collaboration très facile quand on voit la qualité de la technologie qu'ils ont développée. Pour terminer un petit peu la chaîne de valeur, pour être en mesure de vendre directement notre graphite vers les batteries lithium-ion. Donc, ce qu'on voit, ce qu'on produit, puis ce qui est apprécié par les clients, c'est pas pour être nécessairement gentil qu'on fait une mine carboneutre, c'est réellement parce que c'est the right thing to do. Si c'est pas nous qui le font, quand on produit du graphite qui sert aux batteries lithium-ion, puis c'est demandé par nos clients qui sont les plus grands manufacturiers automobiles de la planète, en Europe particulièrement, où que l'empreinte carbone des chaînes d'approvisionnement en Europe, elle est très impactée. C'est des coûts, c'est estimé à environ 9 milliards de dollars pour des compagnies comme Volkswagen par année dans le futur avec les pénalités qui sont données par le gouvernement européen sur les empreintes carbone des chaînes de valeur. Donc, c'est très important pour eux de décarboniser leur chaîne de valeur. Je ne peux pas dire, quand on a annoncé en 2017 qu'on voulait faire notre mine 100% électrique, que c'était prévu qu'en 2020, l'Europe allait débuter les pénalités comme ça, mais on sentait que c'était dans l'air du temps et que les technologies allaient être là. C'est réellement une décision qui a été très bénéfique. Puis vous allez voir dans les prochaines semaines plusieurs annonces
reliées à notre mine 100% électrique. On en a eu une lundi dernier du ministre Julien. On a notre premier camion avec les gens de Fournier et Fils qui ont fourni un frame de Western Star 40 tonnes qu'on est en train, avec l'équipe de Lévis, l'Institut de véhicules innovants Saint-Jérôme, d'électrifier. Donc, puis que nous, on va l'opérer sur notre mine. C'est le premier d'une longue série, mais on a énormément d'équipementiers internationaux qui sont intéressés à travailler avec nous. Puis s'il y a des gens qui travaillent pour des projets miniers n'importe où en Abitibi ou au Québec, qui sont intéressés à savoir exactement c'est quoi le trade-off entre une mine diesel, mine lithium-ion, mine pile à l'hydrogène. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. On a énormément fait de travail depuis 4 ans, des études de faisabilité, puis qu'on a poussé plus loin. On va rendre nos documents publics dans les prochaines semaines pour vous aider à aller dans le 100% électrique, vous autres aussi. Particulièrement les gens de Dumont, là, ça serait un excellent. Vous allez en avoir des camions, puis des gros camions de 400 tonnes. Ça doit être plusieurs tonnes de graphite dans chacun des camions pour être carboneutre, là, tous ensemble. C'est la masse qui va faire que les gros joueurs vont le faire. Ils sont capables de le faire, on le sait, puis on va vous le démontrer dans nos documents qu'on va rendre publics dans les prochaines semaines. Donc, en gros, plus grandes opérations de graphite en Occident, développement durable. On est supporté par les plus gros joueurs de l'industrie. Puis aussi, dernière slide, qu'est-ce que je trouve bien intéressant? Encore une fois, c'est sûrement de la chance. C'est à quel point qu'on est bien timé. Chez Nouveau Monde Graphite, on a découvert le gisement en 2015. On n'a jamais arrêté de travailler fort. On a fait toutes les étapes, faisabilité 2018. On attend notre décret incessamment dans les avant Noël, je l'espère. Et ça va un petit peu être le début pour notre financement de projet et être en mesure de débuter la construction dans la première moitié de 2021 pour être en production 2023 en plein au bon moment quand on parlait de déficit dans le marché du graphite. Puis on a les investisseurs comme Palingers, le gouvernement du Québec et les autres qui sont des experts pour bien timer la cyclicité du domaine minier. Puis ils ont des visions, surtout les gens de Palingers, ont des visions d'investissement sur 12 ans. Ils ont fait ça à plusieurs reprises, investir dans les bas de cycle pour être en mesure d'être les seuls en production quand le party va commencer 2023, 2024. Donc ça, c'est un petit peu toutes les promesses qu'on avait faites dans le passé puis qu'on a réalisées au fil du temps. Puis on voit la courbe de croissance du marché du graphite qui va monter dans le temps. Puis on va être en mesure d'en profiter au maximum. À plus court terme, 9 à 12 mois, réception du décret, c'est quelque chose à attendre. La construction puis l'opération des 2 premiers modules commerciaux de purification dans lesquels on peut s'attendre à avoir un certain cash flow positif. C'est un projet qui coûte 15 millions de dollars à construire, 2 millions d'OPEX par année, mais on va avoir une capacité de production quelque part entre 800 et 1500 tonnes par année d'un produit qui vaut environ 6 800 dollars du flocon purifié là, dans les marchés de spécialité. Donc, on a des projections positives. Ce n'est pas comme notre projet de flottation, notre circuit de flottation, où que lui, clairement, nos coûts de production sont au-delà du prix de vente qu'on a, étant donné la petite échelle. Le projet à Bécancour, c'est modulaire, puis ça va être intéressant. Donc, milieu 2021, on peut s'attendre à débuter l'opération là-bas, puis les ventes. Et aussi, le matériel d'anode, la dernière étape, milieu 2021, on va commencer à produire et être capable de livrer à nos clients les tonnes qu'ils ont besoin pour poursuivre la qualification. En ce moment, on donne des centaines de grammes, des kilogrammes à nos clients qui viennent de laboratoire. Ils disent « Bravo, c'est exactement ce qu'on a besoin. Maintenant, on a besoin de voir que vous avez des modules commerciaux puis vous allez être capable d'opérer ça de manière commerciale. » C'est ce qu'on va être en mesure de faire à partir de milieu 2021. Puis ça va nous permettre d'intensifier notre processus de qualification, puis surtout de permettre de négocier des ententes à long terme avec nos clients pour être en mesure de financer la construction de notre projet à Bécancour pour la 2e transformation. Donc, je suis prêt à recevoir vos questions quand que vous êtes prêts. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
J'ai une question ici, qui provient de Facebook. Bon. J'aimerais savoir comment progresse l'accessibilité sociale du projet. Est-ce qu'il y a des territoires autochtones en jeu et si oui, est-ce qu'il y a un IBA avec eux? C'est une question très pertinente. Là. Quand on développe un projet, on est situé à 8 km de l'hôtel de ville à Saint-Michel-des-Saints. Donc, l'acceptabilité sociale dans toutes les étapes d'exploration jusqu'à aujourd'hui, puis pour toujours, va être une priorité pour nous. Là. Je ne dis pas que ce n'en est pas une pour les autres, mais pour nous, c'est particulièrement important, puis on l'a toujours bien considéré. Comment qu'on évalue, est-ce qu'on a l'acceptabilité sociale? Ça a toujours été une question difficile. Nous, on a décidé de faire des sondages légers dans la communauté. Dans les 2 dernières années, on est dû justement en décembre pour faire notre 3e année en ligne. On a eu la première année 83 % d'appui pour notre projet, 9 % de défaveur, là, de gens qui ne sont pas en faveur de notre projet, et le milieu qui sont, j'imagine, indécis. Et l'année dernière, on a eu 82 %, à peu près les mêmes résultats. Donc, l'acceptabilité sociale à Saint-Michel-des-Saints, ça va toujours demeurer une priorité pour nous de s'assurer qu'on vise le 100 % et de comprendre pourquoi le 9 % de gens qui sont en défaveur de notre projet. Je comprends que les gens sont inquiets, puis il n'y a jamais personne là, qui part de Montréal, s'est acheté un chalet à Saint-Michel-des-Saints, qui prévoyait avoir un open pit tout près de son chalet. On a toujours été très sensibles à ça. C'est pour ça qu'on a offert dans un rayon d'1 kilomètre de notre gisement d'acheter toutes les propriétés des gens qui étaient inquiets, là, surtout des villégiateurs. On a acheté pour 3,3 millions de dollars d'immobilier. On a beaucoup de nos employés qui habitent là maintenant, tout près du projet. Donc, pour nous, c'est un investissement. On avait besoin de faire la transition. On pense que cet immobilier-là va prendre de la valeur quand on va attirer 150 personnes et plus qui vont vouloir travailler proche du gisement. Donc, l'acceptabilité sociale, on a eu le BAP plus tôt cette année, là, en février. On a vu que on espérait que ça ne soit pas divisé, mais nécessairement, quand on touche aux ressources naturelles, l'exploitation on va chercher la roche, puis c'est une ressource non renouvelable, puis on en tire un profit. Ça vient avec des responsabilités exceptionnelles, puis on va toujours prendre ça vraiment sérieusement. IBA, Première Nation, nous, on est dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, mais il y a aussi la Première Nation Atikamekw qui est située le long de la route, là, c'est 88 km par là, c'est Manawan quand on part de Saint-Michel-des-Saints vers le nord. Donc, on a signé les ententes cadres, les ententes de pré-développement. On est en négociation en ce moment avec l'IBA. Ça va très bien. On a une excellente relation avec la communauté Atikamekw. On lui donne énormément d'opportunités, de formation. On a plusieurs qui travaillent déjà dans nos opérations de démonstration. Et aussi, on a donné des contrats là, comme le chemin d'accès, par exemple, qui est à la firme Wemoc, qui offre un excellent service. Là, donc, on est vraiment, on donne le plus qu'on peut à la communauté locale, incluant les Premières Nations. Puis, on s'attend à avoir une signature là, dans les prochaines semaines, mois, là, avec la communauté Atikamekw, parce que nous, on veut réellement travailler avec eux. Merci. D'autres questions? Oui, Robert, j'aurais une question. Vas-y. Marc-André Lavergne. Bonjour, Éric. Premièrement, félicitations pour ta présentation. Deuxièmement, félicitations pour le cours de l'action. Là, ça l'explose depuis quelques jours. Donc, c'est super pour l'équipe puis les actionnaires de Nouveau Monde. La question au niveau de l'acceptabilité sociale, je trouvais ça intéressant. J'y avais pensé aussi. Là, la question, c'est au niveau de la forte pression en 2023 sur la demande du graphite. On a vu dans le passé, peut-être un peu au niveau du lithium, on a vu les projections qui se sont avérées finalement peut-être un peu biaisées par justement une mise en production planétaire de lithium qui a créé une forte pression sur les prix parce que
l'offre est venue comme un peu casser les projections. Est-ce qu'au niveau graphite, au niveau mondial, là, mettons, on peut parler peut-être mondial, on peut parler peut-être Amérique, si on veut se dissocier peut-être un peu là, de l'Asie. C'est quoi, là, un peu, selon toi, les perspectives de mise en opération là, d'exploitation de graphite? Puis, selon toi, est-ce que vous allez être à temps ou est-ce que les autres vont vous prendre d'avance un peu sur la mise en production? C'est sûr que les dynamiques de marché sont complètement différentes d'une commodité à l'autre. Mais ils ont toutes quelque chose en commun. C'est la demande vient du même acheteur. Ça va être les gros joueurs comme Tesla, comme Volkswagen, comme le Nordvolt qu'on voit qui débute en Europe. On voit Saft qui vient d'annoncer des 2 fois 24 gigawattheures, un en France, un en Allemagne. Donc, il y a eu des moments, même dans le graphite, en 2012, le prix est monté au-dessus de 3 000 $ la tonne, mais ce n'était pas causé par une demande importante à court terme. Il y a eu ça dans le lithium il n'y a pas si longtemps. Il y a eu un spike dans le prix parce qu'il y a eu soudainement une petite demande, mais c'était une petite demande. Là. Dans le lithium aussi, il faut s'attendre à énormément de demandes fondamentales qui vont grossir de manière importante dans les prochaines années. On ne les voit pas encore tant que ça. On commence à voir des Tesla sur la route aujourd'hui, puis ils font 500 000 véhicules. Bon, ils prévoient en faire plusieurs millions d'ici quelques années. Volkswagen prévoit 3 millions d'autos en 2025, mais ne sont pas encore en train d'acheter les commodités aujourd'hui. Ni le lithium, ni le nickel, ni le graphite encore. C'est à partir de 2023 que ça va commencer à être intense, même dans le lithium. Fait qu'il y a eu, oui, un spike dans le lithium, mais je n'attribuerais pas sa descente aujourd'hui, puis le prix du lithium est bas aujourd'hui. Ce n'est pas à cause que le marché du lithium. Le lithium, là, ça va monter aussi de manière exceptionnelle. Puis nous autres, ce qui nous interpelle, il faut qu'il y ait. Tu ne peux pas faire une batterie juste en graphite. Tu n'as pas le choix d'avoir du lithium, tu n'as pas le choix d'avoir du nickel, tu n'as pas le choix d'avoir du graphite et un peu de cobalt. Fait que c'est lequel des 4 éléments principaux qui va être le bottleneck? C'est ça la question. Puis ça va limiter les projections. Si ce n'est pas le graphite, s'il va manquer de lithium avant, ben il va avoir besoin de moins de graphite, puisque je vous ai montré comme projection, juste pour le graphite, ne va peut-être pas se réaliser. Mais une chose est certaine, puis ça c'est sûr et certain, le bottleneck va venir des matériaux qui vont dans les batteries. Il va manquer de matériaux qui vont aller dans les batteries. Lequel des 4 qui va manquer en premier, puis que son prix va monter plus vite que les autres, je ne le sais pas. Mais les 4, quand on regarde les projections, il n'y en a pas assez. Puis tu parles, quelle offre qui va rentrer dans le marché? Il est rentré une offre de manière importante dans les dernières années. C'est le producteur au Mozambique, Syrah Resources. Fait que nous autres, il n'y a pas de gros projets. Tu sais, dans le lithium, il y a Albemarle, il y en a plusieurs aux États-Unis. Là. Il y a FMC qui ont spinné out l'Event. Tu sais, il y a BASF qui est en train de faire une usine de matériaux de cathode. Donc, il y a un supply chain qui est semi-développé en Caroline, puis aux États-Unis, puis même en Europe, dans le lithium. Mais dans le graphite, c'est néant. Il n'y a rien dans le graphite de deuxième transformation dans le monde occidental. Il y a le gros projet au Mozambique qui ont commencé une mine de flocons avec les défis d'opérer au Mozambique, avec les défis métallurgiques qu'ils ont, puis avec les défis de sécurité. Puis ils sont rentrés dans le marché avec une capacité beaucoup trop grande, avec aucune capacité de transformation. Donc, il a fallu qu'ils donnent beaucoup de graphite en Chine. Les fournisseurs chinois étaient bien contents d'avoir des piles et des piles de graphite en flocons pour transformer en matériel d'anode, puis continuer leur domination 100% du marché. Mais nous, ce qu'on offre, puis si on regarde Syrah, c'est un échec au niveau financier, mais si on regarde la compagnie BTR, ça, c'est un excellent exemple. C'est celui-là qu'il faut s'inspirer. C'est une compagnie qui vaut 3 millions US à la bourse en Chine. Ils vendent 65 000 tonnes de matériel d'anode l'an dernier. C'est le plus gros. Ils ont été chercher à peu près tous les parts de marché dans le monde occidental. Avant, il y avait Hitachi, Mitsubishi, il y avait POSCO, il y avait plusieurs différents matériaux d'anode de spécialité qui venaient notamment du Japon et de la Corée. Mais là, on voit réellement qu'une compagnie verticalement intégrée qui avait 3 mines de graphite puis qui transformait eux-mêmes, puis maintenant, ils sont en train de construire une 4e mine de graphite. C'est vraiment eux à 6 800 $. C'est ce prix-là qu'il faut regarder. Il ne faut pas penser qu'on va vendre notre produit à 10 000, 12 000, 15 000 $ la tonne
comme dans le temps que c'était un marché de spécialité il y a 3-4 ans. Donc, puis au Québec, comme je disais, il n'y a pas grand plan sur la planète qu'on peut faire un modèle d'affaires aussi résilient et efficace que la compagnie BTR fait en Chine. S'ils veulent exporter le modèle à l'extérieur de la Chine, il va falloir qu'ils achètent des gisements, il va falloir qu'ils viennent s'établir dans des endroits comme ici. Fait que nous, on a toujours, à chaque étape du procédé, embauché des gens qui connaissent ça. Donc, dans les circuits de flottation, on a beaucoup de gens d'Emeris. Dans nos circuits de purification, qui sont des procédés d'autres températures, on a des gens d'SGL Carbon qui ont beaucoup d'expérience là-dedans. Puis maintenant, on a embauché récemment deux personnes asiatiques qui ont beaucoup d'expérience justement chez notre ami BTR pour bien comprendre. On ne réinvente pas la roue, là. On veut juste faire la même roue avec de l'électricité 3-4 fois moins chère qu'en Chine, avec un gisement juste à côté qui compétitionne très favorablement les coûts de production en Chine. Puis, on veut être à cost parity avec eux autres. Puis, on est capable de le faire un peu comme dans l'aluminium. C'est des business que, si on y va à assez grande échelle, puis on met toutes les chances de notre côté, puis on garde notre expertise, puis on la développe, on va y arriver. Je ne peux pas commenter lithium, je ne connais pas assez ça, je ne connais pas assez les subtilités, mais je peux vous dire que dans le graphite, j'en rêve la nuit, comment on s'assure de développer un modèle d'affaires résilient qui va être bon pour une génération. Super. Un gros merci. Félicitations encore pour votre succès. Ben, merci, mais je vais prendre les félicitations seulement quand on va commencer à payer des dividendes à nos actionnaires. Merci, Éric. Plusieurs autres questions qui viennent d'apparaître là, dans la partie conversation. Avez-vous déjà signé des ententes de vente commerciale avec des clients? Oui, on a une entente. On prévoit 100 000 tonnes de flocons. On a une entente pour le marché des réfractaires pour 25 000 tonnes. Avec probablement le joueur international le plus reconnu dans ce marché-là, là, c'est Traxys. Et pourquoi Traxys? Traxys, ils vendent déjà la magnézite. C'est le plus gros trader de magnézite au monde. Avec une brique réfractaire, c'est environ 75-80 % de magnézite et 10-15 % de graphite avec d'autres binders, d'autres produits. Donc, pour nous, c'était tout naturel d'embarquer avec eux pour qu'ils distribuent auprès de la vingtaine de clients dans les réfractaires sur la planète. Puis ça a été une excellente décision. Leur connaissance, leur réseau a permis que tous ces clients-là, en ce moment, nous ont qualifiés, sont venus visiter nos opérations. Fait que les briques réfractaires, c'est un des 3 piliers de marketing, puis il est très bien cerné en ce moment. On fait des ventes directes dans les marchés de spécialité, notamment pour des clients dans les piles à l'hydrogène en Corée, pour aussi les piles à l'hydrogène au Japon et pour les foils et le expandable graphite pour différentes applications. Ça, c'est des applications de spécialité qui ne vont pas acheter des millions de tonnes comme la batterie lithium-ion, mais qui vont acheter plusieurs milliers de tonnes avec des hautes marges. Puis, il faut qualifier directement chez eux. Puis, c'est ceux-là, je parlais tantôt quand on parlait de 12 mois de qualification. Donc, oui, on a signé des ententes. On a des ventes avec eux. On a vendu plusieurs camions de graphite de 20 tonnes qui sont partis de notre opération pour aller chez eux. Ils feront pas en général des ententes à long terme, puis on ne veut pas en faire parce qu'on le sait qu'ils vont acheter à chaque année. Fait qu'on n'a pas besoin de faire une entente où il faut lui donner un rabais, par exemple. Fait que, bref, oui, pour 40 000 tonnes de notre production, on a des ententes. La deuxième transformation, c'est pour ça qu'on fait nos usines de qualification, pour faire le même processus et être en mesure d'aller chercher les clients que je vous ai présentés. Donc, je ne veux pas du tout discuter de spécifique, de non spécifique. On n'a pas le droit de discuter du tout de spécifique, mais je peux vous dire, en général, on est à la recherche et on négocie ardemment avec ce qui va être notre anchor customer. Fait qui va prendre 1/3 à la moitié de notre production de notre usine de deuxième transformation. Puis on ne va pas se laisser aller au premier offrant. On négocie avec tous eux autres, sans exception, que vous avez vu sur la map. Puis on avance notre projet, on donne notre produit, on qualifie, puis on est persuadé que dans les 12 prochains mois, il va falloir qu'il y en ait un qui fasse une offre
les offres vont commencer à monter. Là, fait qu'on veut un petit peu être aux enchères pour le anchor customer, pour un tiers à la moitié de la production. Puis ça, c'est la même, je vous le dis à tout le monde sur la ligne, je dis la même affaire à tous les clients, sans aller dans le spécifique. C'est exactement notre approche. On veut vraiment, milieu l'an prochain, finaliser notre troisième pilier qui est les batteries lithium-ion avec le bon client, le bon partenaire qui va faire la bonne entente à long terme et non pas une entente qui sert juste le court terme. Ça prend du temps à faire, puis ça prend les tonnes pour que lui il fasse les piles, puis qu'il cycle, puis qu'il teste dans son usine de batteries lithium-ion. Ben, merci. J'ai vu que Yannick Plourde avait la main levée. François, es-tu capable? Ah, OK. Vas-y, Yannick. Merci Robert. Yannick Plourde pour Sayona Québec, une entreprise qui prévoit développer une mine de lithium dans les prochaines années. Donc, évidemment, il y a une affinité naturelle avec le projet Matawini. On était évidemment très intéressés par le fait que vous proposez de rendre disponible évidemment la technologie que vous développez actuellement avec votre partenaire pour mettre à profit là, des équipements miniers 100% électriques. Donc, ma question est en lien directement avec ça. Vous avez quand même très peu parlé de la carboneutralité, de votre engagement envers la carboneutralité, avec tous les défis évidemment que ça peut impliquer de le faire avec un open pit sous des conditions évidemment très froides au Québec. Je voulais voir avec vous qu'est-ce que cet engagement-là a pu vous apporter en termes pour favoriser en fait à 4 niveaux en fait le processus d'autorisation environnementale du projet Matawini, d'une part, l'acceptabilité sociale dans la communauté d'accueil. Tantôt, vous parliez du processus de qualification qui dure à peu près 12 mois. Est-ce que ça l'a aidé, ce processus-là? Et le 4e point, est-ce que cet engagement-là aide à financer votre projet? Ouais, il y a plusieurs. Où ça l'aide, c'est ça là où les questions. Mais bon, je peux peut-être. L'acceptabilité sociale, on ne peut pas plaire à tout le monde. Puis je peux dire, moi, à ma grande surprise, quand on a fait nos audiences du BAP, ça a été la question la plus récurrente des gens qui s'opposaient à notre projet. Ils voulaient qu'on parle. Ça avait l'air d'être un peu comme tu en parles, Yannick, juste d'un moyen de promotion pour être en mesure de faire autoriser notre projet. Donc, au niveau de l'opposition sur un projet, c'est souvent pas la meilleure chose. On dirait que ça l'attise encore plus les passions, puis ils pensent que c'est pas sincère. Puis c'était réellement sincère. Tu sais, c'est réellement sincère comme approche, puis il a fallu le démontrer, puis ouvrir un peu notre boucle de discussion confidentielle qu'on avait avec plusieurs manufacturiers miniers, mais je peux vous dire qu'au niveau acceptabilité sociale, des fois, bizarrement, ça ne l'aide pas. Au niveau autorisation gouvernementale, c'est certain que le gouvernement du Québec qui veut électrifier notre économie quand on embarque dans un projet, puis on permet à des gens internationaux de potentiellement venir convertir puis embarquer dans cette chaîne de valeur-là, c'est certain que c'est positif. Est-ce que ça va nous permettre, par exemple, d'avoir une moins bonne gestion de nos tailings à cause que notre mine est carboneutre? La réponse est non. T'sais, ça n'a rien changé au niveau de tous les autres aspects environnementaux reliés à un projet minier, mais au moins dans nos modélisations, puis tu en as fait quelques-unes, Yannick, des modélisations pour des études d'impact, ça nous permet d'avoir des moteurs électriques qui font moins de bruit puis moins d'émissions. Au niveau investisseur, oui, effectivement, au niveau investisseur, puis il faut que tu trouves des bons investisseurs pour ça. Là, au début, mes investisseurs, quand ils ont commencé à regarder le projet à l'automne 2018, les gens de Pallinghurst,
c'est des Australiens, notamment les gens techniques, qui ont opéré des open pits en Afrique du Sud. Ben, c'est quoi ce projet-là? La première fois qu'on a fait la présentation chez ABB, je me souviens, c'était un petit peu dubitatif. Puis au fur et à mesure qu'ils voyaient les discussions avec les plus grands OEM, ben là, ils sont on board. Puis maintenant, ben là, c'est rendu leur idée parce que quand on va voir les clients, je peux vous confirmer que c'est super important. Pour les clients là, qui font des analyses de cycle de vie, LCA Analysis, de A à Z sur des projets, puis ils ont des logiciels très avancés pour aller de chacune des étapes de ton procédé, puis d'être le plus bas footprint. Tu n'as pas idée comment les automakers ils regardent ça dans le détail. Puis ça, on n'est pas habitué, les projets miniers, puis ça, on a pris la décision corporative de se mettre tout nu devant nos clients automakers, parce que c'est ça qu'ils exigent eux autres. Tu sais, quand ils qualifient un manufacturier qui fait des parts, là, au début, c'était des manufacturiers. Tu voyais que dans leur base de données, il y avait le mot graphite, des graphite parts, puis tu sais, ils ne sont pas habitués d'avoir à dealer avec une mine. Mais dans le LCA Analysis qu'ils font, les clients potentiels, c'est vraiment, vraiment, vraiment prioritaire. Fait quand nos investisseurs entendent ça, ben, les investisseurs maintenant sont très on board sur le fait qu'il faut être carboneutre. Tu sais, c'est un peu un effet d'entraînement. Puis maintenant qu'on va le faire, puis qu'on va l'exécuter, puis qu'on va le mettre en place, ben c'est sûr que l'acceptabilité sociale va embarquer. Là, ça va être positif. Mais je vous dirais, faites pas ça faites ça parce que c'est the right thing to do. Puis on va vous fournir tous des documents, puis c'est pas si mystérieux. Merci beaucoup, Éric. C'est très apprécié et assurément qu'on se reparle très, très bientôt pour la suite. Exact. Mais cool. Merci. Bon. Écoute, Éric, j'ai 5 questions qui... Vas-y, je vais y aller en rafale. Robert, je vais prendre moins de temps, je te promets. Jugez-vous être en avance ou en retard par rapport au compétiteur Maçon Graphite qui est aussi en développement? Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui nous différencie? Je dirais que si on regarde, nous, on a découvert notre gisement en 2015. Tous les autres gisements, là, si on prend Focus, c'est 88. Jacques Bonneau m'a conté des vieilles histoires quand ça a été découvert. Northern Graphite en 87. Masson 2001, je pense, le lac Guéret. Donc, eux, ils étaient tous en avance au début, en 2012. Nous, en Nouveau Monde, là, on voulait explorer un nouveau territoire pour trouver un nouveau gisement. Donc, on était en retard au début, mais on a pris le temps de trouver le bon gisement qui allait nous permettre de ne jamais arrêter le développement de notre projet, puis d'être dans une situation dans laquelle que nos compétiteurs sont, c'est-à-dire avec des équipes toutes démobilisées, plus d'employés, avec des chicanes internes, le projet arrêté en attendant que la prochaine spéculation sur le prix du graphite recommence un jour. Donc, l'équipe de Masson en particulier, c'était, j'aimerais dire c'est, mais il n'y a quasiment plus d'employés dans l'entreprise. Ils l'ont annoncé, là, c'est tout public. Qui ont arrêté le développement du gisement. Ils ont annoncé ça, je pense, au début de l'année. Mais ils développaient ça très bien avec les défis que chacun des gisements a. Mais bref, en ce moment, on est clairement en avance. Là. On a quoi, une 50aine d'employés avec nos opérateurs à taux horaire dans nos usines. On est très bien financé par les investisseurs qui veulent en remettre d'autres. Donc, on a le momentum, il ne faut pas arrêter. Puis c'est ça qu'il faut faire. Donc, on est clairement en avance. Il n'y a aucun autre joueur dans le monde occidental qui a plus que 5 employés en ce moment, parce que tout le monde est démobilisé. Là, fait que ça va prendre du temps à repartir. Même des compagnies comme, sans aller dans les discussions confidentielles, mais si vous regardez Emrys, la mine est sur le point de fermer, puis il n'y a pas d'autres gisements là, qui est en développement. C'est long de développer un gisement. Moi, les gens me disaient ça, les vieux sages, là, quand j'ai commencé, comment que ça allait être long, puis il y en a beaucoup sur l'appel des vieux sages. Maintenant, je vous crois, là, parce qu'on est à fond Léon, on n'a jamais arrêté de le développer. On a des usines de démonstration, puis ça se fait. On l'a découvert en 2015, là, puis on va y arriver en 2023, 8 ans, puis je pense que ça va être un des records au Québec. En 8 ans de la première découverte du premier trou de forage, là, ça ne peut pas aller plus vite. C'est vrai que c'est rapide.
Utilisez-vous d'autres sources d'énergie que l'électricité pour différents procédés, par exemple chauffage de l'eau de flotation? Non, il y avait avant, dans notre premier circuit, il y avait le séchage là, des flocons à la fin. C'était un truc rotatif au propane, mais maintenant, il est électrique. Donc, tout notre procédé il est du concentrateur est 100% hydroélectrique. Quelle sorte d'équipement et grosseur regardez-vous pour votre opération? Ben, notre premier modèle était des 40 tonnes, donc c'est pour ça qu'on a annoncé des 40 tonnes Western Star. Des 40 tonnes fait la job là, pour notre transport de minerais, mais maintenant, on a un modèle à 60 tonnes qui est un peu plus efficace. Fait que c'est pas des grosses mines. En plus, qu'est-ce qui est intéressant pour l'électrifier, c'est que c'est des dimensions de construction. Hein? Fait que c'est les dimensions dans les carrières souvent, puis dans les équipements de construction. Fait que pour nos partenaires potentiels, c'est intéressant, c'est un plus gros marché potentiel pour eux de vendre dans ces trucs-là. Donc, c'est 60 tonnes le hauling. L'excavatrice, elle est 70 à 90 tonnes. Puis, on a deux 988 là, de Caterpillar, là, des wheel loaders, comme on dit, des chargeuses. Et donc, petite opération. Excellent. Quel est votre premier défi en recherche et développement pour ramener votre produit ou votre technologie à un niveau très avancé par rapport à vos concurrents? Je dirais, ce que tout le monde travaille sur la planète, c'est le yield, le rendement. Parce que quand on prend un flocon de graphite et on en fait une boule, ben on en perd des bouts. Fait que là, en ce moment, tout la R&D sur la planète est comment qu'on améliore les rendements pour perdre le moins de graphite possible. Ça fait pas... Tu sais, le graphite, là, on ne fera pas un meilleur produit pour faire des batteries qui vont être plus performantes. Il y a des spécifications qui sont très claires de la part des clients. Ça fait des années qu'ils achètent ce produit-là. Donc, ils ne s'attendent pas que nous, on fasse un meilleur produit qui va avoir une meilleure performance. On fait les spécifications de base. On est très près de la limite théorique de qu'est-ce que le graphite peut faire dans une batterie lithium-ion, mais c'est de faire tout ça à bas coût, puis de le faire de manière avec le moins d'énergie possible pour l'empreinte footprint. C'est réellement les deux critères. Les specs sont là, mais de le faire à bas coût, puis de le faire environnementalement correct. Puis ça, c'est demandé par nos clients. Ce n'est pas juste un wish. OK. Bien, merci. Dernière question. À moyen terme, selon la rentabilité, est-il envisageable pour Nouveau Monde d'acheter d'autres gisements au Québec ou au Canada pour répliquer le même modèle? Bien, dans notre master plan 5-10 ans, on met en exploitation Saint-Michel-des-Saints, le projet Matawini. On développe une première capacité à Bécancour de deuxième transformation. Et on augmente la capacité à Bécancour de transformation. Puis quand on va en avoir besoin, quand on va commencer à importer du graphite parce qu'il va nous en manquer à Saint-Michel-des-Saints, on va commencer à regarder des opportunités pour d'autres gisements. Mais ce n'est pas notre priorité à court terme. Là, priorité 5 ans, mettons. Bien, écoute, merci. Je pense que j'ai passé au travers de toutes les questions. J'espère que je n'en ai pas manqué. Là, sur Facebook, j'en ai pas vu réapparaître d'autres. S'il y en a qui ont des questions, ben, je les invite là, à passer par votre site web pour poser les questions directement là, avec vos contacts là-bas. Écoute, avant de te remettre le cadeau et le remerciement complet, je voulais juste mentionner que si vous avez besoin d'attestation pour votre ordre professionnel, vous allez pouvoir m'en demander. Quand je vais vous envoyer à tous ceux que j'ai l'adresse courriel, je vais vous envoyer le PDF de la présentation. Puis à ce moment-là, vous pouvez juste me répondre pour me demander l'attestation. C'est le moment où est-ce qu'on remet traditionnellement les cadeaux aux conférenciers. Il faut que je change de position. Je ne suis pas dans un studio. Je suis dans mon sous-sol. Je vais inviter la peintre, l'artiste, à venir présenter sa toile. Écoute, on va te faire parvenir par courrier la toile cette semaine. On va juste tasser un petit
peu comme ça. Et voilà, là, tu la vois un petit peu mieux. Wow! J'ai à bouger à l'envers, je ne ferai pas un bon dentiste, moi. C'est un beau cadeau. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Merci à l'artiste. Ah oui, Marc-Josée, en fait, c'est la propriétaire de l'ABC de l'art à Amos. Elle donne aussi des cours de peinture. On approche le temps des fêtes, puis il y a aussi plein de petits cadeaux qui peuvent être utilisés au niveau corporatif là, pour remercier les gens. Là. Ça fait plusieurs années qu'elle fait nos peintures. Il faut la plugger un peu de temps en temps. Merci, Marc-Josée. Puis, on va t'envoyer un polo aussi pour que tu puisses avoir de l'air super chic là, sur les terrains de golf l'été prochain. Excellent. Avec la calotte assortie. Oh, je pensais que c'était écrit Make America Great Again. Non, ça n'existe plus, ça. OK. C'est Make CIM Amos Go Further. C'est juste pas oublié dans mes affaires. Ghislain, pourrais-tu parler de la prochaine conférence, s'il vous plaît? Prochaine conférence, ce mois-ci, il y en a deux. Donc, le 24, c'est Ressources Falco avec Luc Lessard qui va nous parler du projet Falco Horn 5. Et puis, le titre de sa présentation, c'est le prochain projet minier d'importance en Abitibi. Puis, très, très, très rapidement, là, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, là, Wallbridge en décembre, Sirius en janvier, O3 Mining, projet Marban avec M. José Visquera le 9 février. Le 27 avril, on a pensé à un OIM qui est Sandvik avec Danny Godreau. Et le 15 juin avec Focus Jean Rainville. Il me reste le mois de mai et le mois de mars que je reste ouvert pour les beaux projets là, qui vont sortir. Là, je regarde Marc-André, là, je vais sûrement l'appeler. Puis de toute façon, de temps en temps, on intercale une supplémentaire voilà. avec les grosses nouvelles là, qui sortent en fonction de ce qui se passe dans le marché, qui est très actif de ce temps-ci. C'est vraiment intéressant à voir aller. Fait qu'on est rendu au tirage du prix de présence. Je voudrais juste signaler que le prix de présence, en fait, c'est une commandite de ILEC Industrie, Forage Nordique et Sayona, excusez, j'ai un blanc de mémoire. Sayona Québec, pour être précis. OK. Pour le prix de présence, la méthode que j'utilise, c'est que je vous partage mon écran où sont affichés les personnes. Bon, est-ce que vous voyez mon écran? Ghislain, est-ce que vous voyez l'écran? OK, correct. Bon, ça ici, c'est les personnes que j'ai été capable de recenser. Malheureusement, ces gens-là, ici, je n'ai pas l'adresse courriel. En tout cas, si ça tombe sur eux autres, ben, je vous demanderai de réagir très, très rapidement sur la conversation pour me retourner. Fait qu'en fin de compte, j'ai été capable d'identifier 49 connexions. Fait que ce que je fais, c'est que je fais chaque ligne est numérotée de 1 à 49. Puis en jaune en bas, quand je vais peser sur Enter, Excel, par la fonction random, va choisir la ligne gagnante. Et la ligne gagnante, c'est la ligne 28 qui est moi. Alors, on recommence ça, excusez. On va réécrire 49. Et là, c'est le 7. Le 7, Frédéric Belland. Fait que Frédéric. Oh, il y a des gens qui me signalent des choses. Ça, je ne suis pas capable de voir. Colbin. OK, j'ai des nouvelles adresses courriels. Merci de me les envoyer. Frédéric, je ne sais plus si tu étais sur Facebook ou sur
Sur Zoom, sur Facebook, je ne suis pas capable d'avoir de lien direct avec les gens sur Facebook, par exemple. Je ne vois pas de... OK. Là, si la personne si ne se présente pas, s'il ne signale pas rapidement, Frédéric, je vais recommencer. OK, on va recommencer. 49. Une deuxième fois, non. Il faut que je le réécrive. 23. Bon, qui est 23? Philippe d'Amboise. On s'est parlé tantôt par les conversations. Philippe? Ah, OK, t'es là. Oui. OK, fait que Philippe, quand je vais envoyer le courriel avec le PDF,